Et puis, nous avons vu dans les dernières années, commençant de nouveaux mouvements, disons, alterglobalistes et écologistes, c'est-à-dire des sensibilités post-matérialistes, oui, qui est une richesse très importante pour le futur de la Roumanie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christian. Luca Nicolas. Je prends les deux Français en dernier, ils me pardonneront, je pense. Hein? Luca, votre témoignage et votre leçon. Le parti est en train de traverser une crise majeure et qu'il est dirigé comme une corporation par des gens qui ne sont pas prêts de le diriger. Donc on voit que 25 ans après, il y a des ressorts de la révolution roumaine qui continuent d'agir. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. Jean-François Pérez, vous avez traversé ces heures-là, vous allez nous dire ce que vous en retenez de façon rapide, mais j'aimerais que vous essayiez de tracer une perspective sur le redressement, la reconstruction et la renaissance extraordinaire de la Roumanie. Écoutez, je vais essayer de résumer ça en quelques mots. C'est pas évident parce qu'en 89, j'étais étudiant en sciences politiques et j'avais notamment un cours qui portait sur les régimes communistes et marxistes. Et j'étudiais notamment le régime de Ceausescu et c'est à ce moment-là que la révolution est intervenue. Et on a vécu ça en France, enfin, ceux qui ont plus de 25-30 ans s'en souviennent sans doute. On a vécu ça minute par minute. On avait des envoyés spéciaux à Bucarest qui nous faisaient vivre l'instant présent. C'était très poignant, très émouvant, très excitant en même temps, parce qu'on sentait qu'un grand moment d'histoire était en train de s'écrire. J'étais à milieu à ce moment-là de m'imaginer qu'un jour j'allais vivre en Roumanie. C'est arrivé grâce à l'école de journalisme de Lille, qui était à l'époque représentée par Marc Capel, qui a été l'un de mes prédécesseurs à l'université de journalisme à Bucarest. Je suis arrivé à Bucarest 5 ans après la chute de Ceausescu, et j'ai trouvé un pays qui était encore très marqué par cette révolution. Déjà les murs des maisons portaient encore les stigmates des tirs. C'était assez glauque comme atmosphère. La démocratie de fait était là, mais elle n'était pas encore installée. Et je me souviens notamment que les journaux de la télévision nationale, en 1994-95, s'ouvraient invariablement chaque soir sur l'agenda du président de la République, Ion Iliescu. On en avait pour une demi-heure. Les mentalités, c'était ça. Les mentalités, voilà, c'est Silviu Burcan qui avait dit à l'époque qu'il faudra 20-25 ans pour que la Roumanie devienne véritablement une démocratie. Il ne s'est pas trompé. J'ai passé 2 ans à ce moment-là, j'ai vu grandir en quelque sorte le pluralisme politique, celui de la presse aussi. J'ai eu le privilège de voir, si on peut dire, ProTV, qui a été la première grande chaîne privée de Roumanie à ce moment-là, qui a été lancée au mi-temps des années 90, le premier McDonald's aussi à Bucarest. C'était une période où il se passait beaucoup de choses symboliques, mais où la société... La démocratie assez scorie, oui. Voilà, mais où la société était encore... profondément ancré dans une sorte d'immobilisme qui était assez gris et assez triste. Je suis retourné en France, je suis revenu en 2006-2008, à un moment encore stratégique, puisque ça a été le moment où la Roumanie est entrée dans l'Union européenne, qui était un moment à la fois d'euphorie populaire non feinte, parce que je pense qu'il y avait une véritable passion européenne qui ne demandait qu'à s'exprimer et qui à ce moment-là a été un vrai sourire pour tout le monde, qui coïncidait en plus avec une époque où la Roumanie économiquement était dans une phase très positive. Ce qu'on ne savait pas, ou qu'on n'anticipait pas à l'époque, c'était que c'était très artificiel. Et quelques mois après, hélas, le retour de bâton a été terrible, mais ça a été 2 années vraiment très riches, presque euphoriques, un petit peu trop euphoriques. Ce que je retiens de tout ça, c'est que je pense que déjà à l'époque, au milieu des années 90, beaucoup de questions se posaient sur le sens, le but et la véritable signification de la révolution roumaine. Et je pense que malgré tous les travaux qui ont été effectués depuis, et tous les témoignages qu'on a pu recueillir, on ne sait pas encore véritablement. J'ai l'impression que le mystère n'est pas encore levé sur tout ce qui s'est passé à cette époque-là, et peut-être qu'on ne le saura jamais. Et la deuxième chose, c'est que la vie politique roumaine, qui est passionnante à suivre, si on manque 3 mois, on est perdu, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui changent, les tracéistes, comme on dit en Roumanie, qui changent de parti, qui vont, qui viennent, les partis, tout ça n'est pas encore assis. Et preuve de tout cela, même si j'ai trouvé ça comme un formidable signal pour l'avenir européen de la Roumanie, c'est ce président Klaus Iohannis, qui est issu de la minorité allemande, qui est profondément roumain, puisque sa famille est transylvanienne depuis 8 ou 9 siècles, et qui donc est extrêmement légitime pour diriger ce pays, mais qui n'est pas orthodoxe, qui est luthérien. Et ça prouve que ce pays, même s'il est parfois très, très exaspérant, parce qu'on aimerait qu'il bouge plus, on aimerait qu'il réagisse plus, on aimerait qu'il sorte un peu davantage son énergie, ce pays est capable de choses très
très insoupçonné et a une énergie et une volonté de faire qui le distingue de beaucoup d'autres pays européens que je connais et qui fait que je suis attaché à la Roumanie à un point que je suis avec vous ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Les passionnés de cinéma, on se souvenait d'Elvire Popescu avec Sacha Guitry. Les passionnés de théâtre, c'était Ionesco. Les passionnés de philosophie, c'était Sioran. Puis les passionnés de politique, il y avait quelque part Paul Morand. Et puis tout le monde se souvenait de ce grand voyage du général de Gaulle en Roumanie. Pardon, quelqu'un ? Pardon ? Georges Enesco. Aussi, madame, bravo. Merci. J'ai cru que vous aviez dit l'UNESCO. Non, j'avais compris UNESCO, j'ai dit, ah bon. Moi aussi. Non, quand même, la Roumanie est glorieuse, mais au niveau pas politique, l'UNESCO. au niveau politique, il faut se souvenir d'une chose, c'est que dans ces années 75-80, le pouvoir roumain de Ceausescu avait bien manœuvré en France. C'est-à-dire que quand il y avait les congrès du Parti communiste français, il n'y avait pas beaucoup de Roumains. Et à chaque congrès, puisque étant étudiant, j'avais des amis qui y étaient, j'ai toujours des amis qui sont des radicaux. Chaque fois qu'il y avait un congrès du Parti radical, à l'époque ça s'appelait le MRG, le mouvement des radicaux de gauche, il y avait toujours des représentants roumains. Ils étaient toujours là. Alors les gens disaient, oui, les Roumains quand même, ils sont pas si communistes que ça, regardez, ils viennent au MRG de Robert Fabre. C'est Robert Fabre, c'est ça. Alors bon, il y avait un peu cette, bien sûr, propagande et puis agite-propre et puis des informations roumaines, moins avec le Parti communiste, plus avec le MRG. Et puis moi, je me retrouve en 78, je suis à Vienne, en Autriche, puis j'en profite, puisque je suis à Vienne, je vais quand même aller voir ces pays au-delà du mur, du rideau, et je vais en Hongrie en passant par Egeshalom. J'ai beaucoup de chance quand j'arrive à Budapest, parce que c'est le jour des grandes manœuvres du pacte de Varsovie. Donc la gare est pleine d'uniformes verts ou marron. Je reste un peu à Budapest parce que j'y allais quand même souvent. Et après, je pars pour la Roumanie. Et la Roumanie, pour moi, voilà, c'est ces images, c'est tous les gens dont je viens de parler. Et puis, après tout, je me dis, ce Ceausescu, on le voit au MRG, ces gars sont là. Donc, après tout, on va voir ce qui se passe. Et on passe la frontière tranquillement. Et je suis dans un compartiment avec deux dames qui parlent français, comme beaucoup de Roumains. Très bien d'ailleurs, une dame qui sont deux sœurs, l'une habite en Allemagne, l'autre est roumaine, épouse et veuve d'un général roumain, mais de la monarchie. Et elles me parlent, elles sont charmantes, et moi je me dis, tiens, bon, on va être français, on va être galant, on va faire plaisir, on va mettre la Roumanie en avant. Et je dis, vous savez, nous connaissons bien votre président, monsieur Ceausescu, en France. Et là, les deux deviennent blêmes et me disent, ne prononcez plus jamais ce nom, on va avoir des ennuis. Là, j'ai tout de suite compris où j'étais. Alors, on va passer sur les images, mais moi, je me reste des images de Bucarest, grande librairie de Bucarest, où je m'aperçois que la plupart des livres sont écrits par Nicola ou Elena Ceausescu. J'y tiens, ils sont prolifiques. J'ai d'autres images où je ne suis pas de l'Ouest, hein, moi je fais du Sud, je suis moitié catalan, moitié basque. Je dis, tiens, je vais peut-être prendre un truc à l'orange pétillant, ça s'appelle un Fanta. J'ai dit, vous avez un Fanta? Et oui, la dame me dit, oui, tout à fait, m'amène du sirop avec le truc à gaz. Je dis, bon, c'est le Fanta local, c'est le siphon. Comme je faisais beaucoup de photos, j'ai un photographe local qui me dit, ah, je suis photographe professionnel, vous faites de la photo? Je dis, oui. Il dit, venez voir mes photos. Et là, le malheureux, toutes les photos étaient bleues. Alors, chez les Russes, elles étaient marron, en Roumanie, elles étaient bleues, c'est à cause des produits. Bien sûr, c'était des mauvais produits. Et j'étais très emmerdé. Il m'a dit, montrez-moi vos photos. Je dis, non, je les ai pas là, c'est pas possible. Et surtout, ce qui m'avait... Et là, j'avais eu vraiment j'avais été émerveillé, c'était surtout les jeunes Roumains, à commencer par les enfants, qui parlaient tous des langues étrangères sans accent. Ça m'avait vraiment étonné. C'était vraiment sans accent. Voilà, ça, c'était mes impressions roumaines quand j'étais étudiant. Et puis, j'ai fini par mon rêve, c'était de me baigner dans la mer Noire. Et puis après, je suis reparti vers la Yougoslavie. Et la dernière image que je garde, parce que cette image de la Roumanie de l'époque, on est en 78, 79, c'était peut-être un grand camp de concentration, mais c'était surtout un grand laboratoire pour tous les spécialistes de la psychiatrie et la psychanalyse. Il y avait de quoi faire. Et passer la frontière yougoslave, il y avait des dames yougoslaves qui étaient avec moi dans le compartiment. Nous avons passé le Mirador roumain, et quand le Mirador yougoslave est arrivé, elles ont dit « Ah, Yougoslavia ». Et puis 10 ans plus tard, j'étais à France Inter, à la rédaction, et sur les écrans, on voyait CNN, et la révolution commençait. Mais je vous rassure, je suis retourné en Roumanie après. Merci, José Manuel. Merci beaucoup.
sujet qui est quand même un sujet très intéressant, notamment pour ma génération, parce que moi, malheureusement, ou heureusement, j'ai pas vécu la Révolution, j'ai pas vécu l'époque communiste, j'avais 4 ans. Donc je suis venue en me disant je vais apprendre des choses nouvelles et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je suis un peu déçue du fond de la discussion. Je m'attendais à des interventions un peu plus de qualité, notamment vous, M. Beltrán, que vous avez vécu. C'est très important pour nous, notamment pour les nouvelles générations, le travail de mémoire, mais il ne faut pas oublier la transition. On n'a pas du tout parlé de la transition. La seule intervention, c'était le journaliste qui était Jean-François Pérez. Voilà, qui était une intervention objective et qui nous a un petit peu transcrit l'Arménie pendant ces 25 ans. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de fond. Et comme vous l'avez dit, que Ceausescu, c'est nous, le peuple, qui on l'a jugé, je suis désolée de dire, mais j'ai pas cette impression. C'était un procès qui a duré 20 minutes. C'était un procès qui... C'était un crime judiciaire. Voilà, c'est pas nous le peuple. Alors ça appelle une réponse. Pendant 89, aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, il y a la télévision roumaine qui fait un documentaire sur la Révolution en ce moment. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui est présent et pourquoi la révolution c'était le tribunal finalement? Pourquoi on n'a pas pu réagir comme les autres peuples? Je comprends que dans une période de crise... Bon, voilà, ça c'est une question. Ça c'est une bonne question. On va écouter la réponse. Il y a plein d'autres questions, je ne sais pas, je vais laisser la place à la réponse. Mais c'est une bonne question. C'est dommage parce que c'est un langage de... La question, votre question, c'est sur l'exécution du couple Ceausescu. C'est clair. Et je pense que mon témoignage de tout à l'heure aurait dû déjà vous pister, pour ainsi dire. Parce que ce qui arrive après le 22 décembre, le soir, dans Bucarest en particulier, beaucoup, et dans d'autres villes aussi, mais à Bucarest, c'est qu'on a des actions des francs-tireurs terroristes qui tuent comme ça sans apparente motivation autre que celle de défendre le dictateur. Et nous nous retrouvons devant une situation extrêmement tendue, dangereuse, c'est-à-dire que faire pour arrêter ces agissements criminels, que faire pour ne pas nous retrouver avec Ceausescu sur les bras. Je vous assure, vous avez 4 ans, mais quand vous dites que le peuple ne s'était pas le tribunal, vous n'avez pas du tout raison. Lorsque je suis complètement d'accord que le procès était, du point de vue d'une justice normale, démocratique, c'était pas du tout ça. Ça, c'est évident. Le procès est déclenché pour une raison qui nous paraissait... Je ne suis pas vraiment directement celui qui propose ça, mais j'assume. La raison était absolument évidente. Le seul moyen, quand l'armée nous disait qu'il ne pouvait pas du tout contenir ce type d'agissement, qu'elle n'était pas préparée pour ça. Plus tard, on a su qu'une bonne partie de ces francs-tireurs, c'était des militaires de l'armée. Mais pour nous, et pour tout le monde, il n'y avait qu'une seule réalité. Comment faire pour ne pas laisser Ceausescu revenir au pouvoir? C'était de loin le plus important. Je vous assure que plus de 99% des Roumains avaient exactement le même sentiment. Le procès, évidemment, n'est pas un vrai procès.
il n'était pas destiné à exécuter le couple, mais il avait un but très simple, celui de montrer que Ceausescu était déjà arrêté, qu'il ne pouvait plus, qu'il n'avait pas de raison de le défendre. On arrive à l'exécution parce que il refuse toute offre qui était selon la loi possible, et au moment même où tout le monde sait que le couple n'existe plus, tous ces tirs, toutes ces actions terroristes s'arrêtent. Tout. Comment c'est pas vrai? Comment? Il y a eu des morts encore après. Non, s'il vous plaît. Après, je ne parle pas du 22, on parle du 25 décembre. Après le 25 décembre, il n'y a pas de morts. Ça, c'est un fait. Le plus grand nombre de morts... S'il vous plaît, si vous voulez que le débat ait lieu... Non. Le plus grand nombre de morts, 900, sont après la fuite du dictateur. C'est ça. Du soir. Exactement. C'est après le 22 décembre. Exactement. 900. Exactement, c'est ce que je disais. Exactement, c'est ce que je disais. On s'explique très mal ça, même aujourd'hui. Mais non, on sait maintenant aucune institution qui fonctionne, et il y a beaucoup d'actions qui sont sans aucune cohérence. L'armée d'un côté, les civils qui sont armés de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais je parle de ce qui arrive après le 25 décembre. Là, les choses sont complètement claires. Donc, au moment où Ceausescu est exécuté, la quasi-totalité des Roumains ne voulait que ça, que le dictateur disparaisse. Maintenant, dire le procès n'a pas été un bon procès, je suis complètement d'accord. Il aurait été mieux de faire un procès à Ceausescu après un bon et du fort, bien sûr. D'ailleurs, ça a été le propos. Je n'ai pas à défendre, moi, M. Iliescu, mais c'est vrai que lorsque il est question de faire le procès, il dit on devrait faire un procès plus tard, en toute tranquillité, quand les gens peuvent participer à ce procès, dans ce sens suivre le procès et faire un procès normal. Mais le contexte ne permettait pas ça. Le contexte ne permettait pas ça. On pouvait facilement s'imaginer qu'il y a des forces militaires qui soutiennent encore Ceausescu et qu'il va revenir. Et ça, on ne pouvait pas se permettre. Ça, on ne pouvait pas se permettre. Il y a Robert Badinter, qui est un ami, un grand constitutionnaliste français et grand professeur de droit, qui avait dit qu'il aurait valu mieux tuer Ceausescu sur le champ, c'est-à-dire éliminé par la révolution, non pas par ce procès qui a remué, disons, beaucoup d'images défavorables quant à son contenu. Mais il faut dire autre chose. Je vous assure que lorsque le procès a été organisé, il a été organisé conformément aux procédures et lois existantes. Ceausescu a été jugé par la justice qu'il avait lui-même bâtie. Oui, mademoiselle, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Moi, oui. Plein de choses, mais je pense qu'on n'a pas le temps. En tout cas, monsieur Roman a essayé de vous répondre. Il y a une question ici, puis monsieur au fond. Madame. Puisqu'un débat forcément limité dans le temps ne peut pas élucider tous nos questions, tous nos questionnements sur cet événement, sur ce tournant de notre histoire, je voudrais demander à M. Roman s'il n'envisage pas d'écrire des mémoires, ses mémoires, notamment sur cette période, en tant que témoin privilégié. D'accord. Si c'est déjà le cas, que mon ignorance soit pardonnée, je veux bien
pense maintenant que je sais On va répondre à plusieurs questions. les Roumains, et pas seulement, attendent toujours une histoire vécue de cette révolution. D'accord, vous avez raison. C'est une bonne question. Madame, monsieur et puis monsieur. On va grouper 3 questions ensemble. Ça nous permettra de faire parler davantage de personnes. Monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Cyprien. Je suis en France depuis 10 ans. La plupart des personnes d'ici me connaissent très bien parce qu'on était tous ensemble à Trocadéro. Ça fait pendant les élections. Donc, ma première question, j'ai peut-être comme tous, mais ici une trentaine ou quarantaine de questions différentes. Alors, une seule, ça sera question, est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher pendant les révolutions et la période après? Merci. Moi, la question, c'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Et la dernière question, monsieur, là-bas, à gauche, ou plutôt à droite. Voilà. Ça fait 2 questions personnelles. Le livre. D'accord. Et Sur les... Monsieur, essayez de poser rapidement. Oui, je vais le faire très rapidement. Alors, personne n'est parfait, je ne suis pas roumain, donc je vais poser une question sur peut-être la Roumanie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la Roumanie n'est pas la Pologne du sud-est de l'Europe? Est-ce que c'est justement parce qu'elle n'a pas réussi c'est une question, à se mettre en accord avec son passé? Parce que la Roumanie, 20 millions d'habitants, une économie qui ne fonctionne pas si mal que ça, pourrait être la Pologne des Balkans, en tout cas du sud-est de l'Europe orientale, elle ne l'est pas. Pourquoi? Très bien, on va vous répondre. Alors, d'abord, les 2 premières questions qui s'adressaient à Peter Roman. Oui, d'abord sur les témoignages. Si, j'ai souvent fait ces témoignages et j'ai expliqué pourquoi. Maintenant, si j'ai écrit, pas beaucoup vraiment, il y a un seul livre qui est plutôt autobiographique, que j'ai écrit en français, qui s'appelle Le devoir de liberté, qui a été publié en 92 chez la maison d'édition Payot. Et si vous voulez si ça vous intéresse, ce livre existe chez la maison d'édition Payot. Autrement, on m'a souvent demandé d'écrire mes mémoires sur ce qui s'est passé. J'ai eu quand même d'autres choses à faire, je pense. J'écris beaucoup, mais pas des mémoires. Mais bien sûr que ceci peut arriver. Maintenant, pour revenir à la question. Si la question était sur si j'ai à me reprocher quelque chose sur les jours de la Révolution, alors ma réponse, en toute sincérité, est non. Parce que je pouvais très bien laisser ma peau, et pas une fois, plusieurs fois. Après, c'est autre chose. Pendant que j'étais Premier ministre, c'est pas ça, ou alors? Pardon? Oui, j'ai été... Mon gouvernement a été lui-même, malheureusement, victime de la myriade en septembre 91. Maintenant... Non. On a changé de communisme avec un autre communisme Iliescu. Quand ça? Voilà, ça je crois que c'est une exagération. D'abord, c'est pas vrai, au moins sur quelque chose de très concret. Ce sont les élections de 96. Les élections de 96, là, je crois que je peux très bien montrer que vous n'avez pas raison. Les élections de 96, les partis soi-disant rouges sont battus et il y a une coalition de la droite et de mon parti, le Parti démocrate, qui est vainqueur. Qu'est-ce qui se passe entre 96 et 2000? C'est un vrai tournant de la Roumanie vers l'Occident. Et nous réussissons, pendant ces 4 ans, à faire 2 choses. Obtenir l'invitation pour commencer les négociations d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, et c'est moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui commence en 2000 à faire ça. Et deuxièmement, on devient
un allié de facto de l'OTAN. Donc déjà, avec ces éléments-là, je dis que vous n'avez pas raison. Merci de votre... Les pays catholiques sont des pays où la protestation contre l'Église ou contre l'État, c'est très important. Ce n'est pas le cas du pays orthodoxe. Dans le pays orthodoxe, l'orthodoxie était toujours dans l'accord avec l'État. Une autre question, c'est le national-communisme ceausescu. Ceausescu a organisé le national-communisme pour légitimer son régime. Et voilà pourquoi le nationalisme était vraiment très important en Roumanie, et voilà pourquoi dans les premières années de la transition, c'était presque impossible de créer un vrai mouvement démocratique avec une dimension sociale très importante, parce que ce sont l'ancien national-communiste de Ceausescu qui ont été contrôlés par l'ancienne sécurité et qui ont été très présents. Et voilà pourquoi c'était presque impossible de constituer disons, un mouvement économique libéral comme en Pologne. Et nous n'avons pas, c'est-à-dire l'opposition catholique contre le régime, nous n'avons pas aussi une opposition économique contre le régime. Le clivage entre société civile et l'État, c'était un clivage qui s'est maturisé seulement dans l'année 2000. Voilà. De Roumanie, professeur en France, des universités. Je fais un constat. Vous, monsieur le modérateur, vous nous avez dit qu'on parlera aussi de l'avenir, pas seulement du passé. Je constate qu'on a mis l'accent sur le passé. Et c'est aussi des questions qui ont été posées, monsieur. Or, il me semble très important de voir quelle est vraiment la réalité roumaine, qui est ce pouvoir qui est resté dans le même des mêmes. Ce sont les anciens privilégiés du régime communiste qui gardent encore aujourd'hui ce pouvoir. Et ils ont une stratégie parfaite. Ils se sont partagés pour garder leurs privilèges. Ils occupent aussi bien la place du pouvoir que de l'opposition. C'est ça le drame de la Roumanie. Et je termine avec une question adressée à M. Roman. Se rappelle-t-il quand il est venu délivrer M. Coposu le 29 janvier, il a crié « On l'a démasqué, regardez les fascistes ». Bravo. Monsieur, c'est archi faux. Non, c'est archi faux. Monsieur, c'est archi faux. C'est archi faux et je ne peux pas laisser les choses comme ça. C'est archi faux, c'est mensongère et c'est archi faux. Moi, j'ai été Premier ministre et c'est M. Coposu qui m'appelle pour me dire qu'il y a une foule devant le siège du parti chrétien-démocrate, enfin paysan, et que sa vie est en danger. Et que je dois assumer ma responsabilité de Premier ministre. Et je viens moi-même, j'arrive. Et à ses côtés, j'ai dit, et là, vous devez quand même être honnête, j'ai dit, M. Coposu n'est pas du tout quelqu'un qui est venu de l'étranger, c'est quelqu'un qui a fait 17 ans de prison dans les prisons communistes de Roumanie. L'histoire de ces démasqués, c'est complètement autre chose. Il s'agit du journal del Tata, qui avait titré que le Front du Salut National sera éliminé. Et ça s'est passé 2 jours avant la manifestation du 29 janvier. C'est à cause de ça. J'étais à Bucarest, je suis rentré par une fenêtre et je suis revenu à Paris avec l'avion même pour faire la Radio Free Europe, l'émission sur ces agissements terroristes du Front du Salut National. Et je l'ai fait à la demande de M. Coposu. Alors, je connais très bien la situation, monsieur. Non, vous connaissez, vous ne connaissez que ce que vous voulez. Mais est-ce que vous vous rappelez, monsieur, est-ce que vous vous rappelez quand moi-même, j'ai fait évacuer M. Coposu pour le défendre devant ce qui se passait, vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez ça? Vous l'avez sorti. Non, mais vous vous rappelez ça ou non? Oui ou non?
Monsieur, je vous en prie, nous ne pouvons pas résumer ce débat à une mise en cause de M. Petrer-Roman. Mais j'observe que, effectivement, monsieur Petrer-Roman se défend très bien. J'observe qu'effectivement, monsieur, j'avais proposé qu'on parle de l'avenir, mais je suis maître du débat, pas de vos consciences ni de votre parole, Dieu merci, et que c'est vous qui invoquez le passé, et que mademoiselle, qui avait 4 ans au milieu des événements, a besoin d'évoquer ce passé comme si une chose n'était toujours pas réglée. Et ça, en tant que journaliste observateur, ça, mais je vois bien, monsieur, et ça me frappe beaucoup. Ça me frappe beaucoup. Donc je vous suggère, amicalement, de continuer ce travail d'éclaircissement à l'intérieur de vous, parce que visiblement, il y a encore un grand besoin là-dessus. Madame, une question très rapide, c'est la dernière, j'avais promis de rendre le micro. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Voilà, je voulais juste dire que je suis en France depuis 42 ans, que j'ai vécu la Révolution de très loin, que la première personne que nous avons vue sur la télévision française, c'était M. Petrer-Roman, qu'on remercie. Grâce à lui, la Roumanie a été très connue et je remercie beaucoup la France pour les 24 heures sur 24 d'émissions qu'on a accordées à la Roumanie et qu'on n'a pas accordées aux autres pays de l'Est. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, Jean-Louis Calderon, qui est mort le 25 décembre 1989 et dont nous devons faire mémoire ce soir, auquel nous devons rendre hommage. Merci à la France, pour son travail. Et merci à vous tous. Christian Macarian, 20 secondes s'il vous plaît. Je vous ai tous entendus, je ne suis pas roumain. Et j'ai vu une image. Je suis spécialiste des questions européennes depuis 30 ans. Ce que j'ai vécu ce soir, je tiens à vous dire une chose. L'Espagne, qui est tombée en crise économique, a fait une seule erreur. Les Espagnols ont fait une seule erreur. C'est que quand Franco est mort, quand Juan Carlos a remis la démocratie, les Espagnols n'ont pas voulu faire de débat national sur qu'est-ce qu'était la République, qu'est-ce qu'était la guerre civile, qu'ont été ces 40 ans de franquisme. Aujourd'hui, l'Espagne est dans un sale état, aussi parce qu'il n'y a pas eu de débat national. Ce que j'ai vécu ce soir, je n'ai pas de conseil à vous donner, je ne suis pas roumain, mais il faudrait qu'il y ait un grand débat national roumain pour résoudre tout cela. Nous avons terminé, mais je voudrais quand même que Jean-François Pires, je crois que les Roumains se sont beaucoup exprimés, donc pour apaiser les choses et pas du tout pour vous couper la parole, on va conclure avec Jean-François en 3 mots, s'il vous plaît. Ça sera très rapide. Je voudrais juste revenir sur la question qu'a posée notre confrère éminent de Radio France Internationale, Daniel Desesquel, tout à l'heure sur pourquoi la Roumanie n'est pas la Pologne. Alors pour peu que la Pologne soit un exemple de réussite économique, pourquoi pas, je pense que ce soir on a la réponse. Pourquoi la Roumanie, en tout cas si on avait besoin de réponse, pourquoi la Roumanie n'est pas la Pologne, je pense qu'elle n'a pas encore fait la paix avec ce passé-là. Ça fait 25 ans, une génération est passée, et je constate que l'acrimonie, le besoin d'explication, enfin il y a tout un mélange de sentiments très extrêmes qui se joignent encore aujourd'hui. La frustration. Exactement. Et ce travail-là n'a pas été fait. Il a essayé d'être fait. Moi j'ai vu des dizaines de débats en Roumanie là-dessus, de la société civile, des hommes politiques, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver la solution et la conclusion à ce débat qui permettrait à la Roumanie d'avancer et de passer à une autre phase de son histoire. On est encore là-dedans ce soir, on l'a vu. Voilà. Excusez-moi d'intervenir, j'ai une petite, parce que vous avez parlé de la société civile roumaine. Comment ? Oui, mais si vous vous emparez du débat, ce sont des techniques à la Ceausescu. Oui, pour ma question. Ma faiblesse devant la chose féminine est coupable, mais je m'incline. J'accepte, mais si vous voulez. Ok. Parce que vous avez parlé de la société civile roumaine. J'ai une question, M. Petrer-Roman. Qu'est-ce que vous pensez de la société civile roumaine, les Roumains qui habitent, pas en Roumanie, qui habitent un peu partout dans le monde, et surtout, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce qui s'est passé pendant les élections, les dernières élections présidentielles? J'ai beaucoup de plaisir à parler de ça, parce que je peux vous dire quelque chose qui peut vous paraître curieux, mais quelques jours avant le premier tour
des élections présidentielles, 5-6 jours avant, il ne restait pas grand monde qui croyait qu'on pouvait gagner. Il y a eu le premier tour, et puis il y a eu la vague fantastique des jeunes qui ont tout changé. Et pour moi, si 16 novembre veut dire quelque chose, c'est que c'est le moment le plus joyeux par rapport à ce que j'ai vécu à la barricade il y a 25 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la révolution d'après 25 ans? Je l'ai dit dans plusieurs débats que j'ai fait à Barcelone, que j'ai fait à Rome et que j'ai fait ici, à l'ambassade il y a quelques jours. Pour moi, 16 novembre dernier, la Roumanie a passé le cap de la maturité démocratique. Très bien. Merci. Ce sera notre conclusion. Je vous remercie à tous, mesdames et messieurs, pour la bonne tenue du débat et, si j'ose dire, la sincérité de votre passion encore inassouvie. Je vous invite à prendre un verre pour la réconciliation nationale. Dale, signora,